Donc, on va parler du livre, des freins, des opportunités et faire en fait une présentation de ce qu'on peut vous offrir comme presse universitaire, en fait, production de livres numériques. Petite définition. Donc, c'est quoi un livre numérique? Alors, ça va être important de distinguer le support du fichier. On définit un livre numérique comme étant, Wikipédia le définit comme étant un fichier qui contient le texte. Par contre, on parle surtout de liseuse lorsqu'on parle de livre numérique, c'est-à-dire l'appareil qui sert à lire le fichier. Le fichier, on l'appelle le livre numérique, qui est souvent sous forme de EPUB ou de PDF. Le format EPUB, on va parler de ses avantages et ses inconvénients, puis on va le définir un peu plus tard. Alors, prochaine. Donc, distinguer vraiment livre numérique qui peut être, dans le fond, ce qu'on devrait appeler une liseuse, qui est le support sur lequel on peut faire la lecture. Ça peut être quelque chose qui est dédié, comme ce qu'on va voir là, ou vice-versa. Parfois, on parle de livre numérique comme étant, dans le fond, le fichier numérisé qu'on va se transmettre. Et pour les Américains, tout ça, ça s'appelle des e-books, pour les Français aussi. Alors, la liseuse, de plus en détail, c'est l'appareil de lecture. On peut acheter à partir de la liseuse les fichiers, dépendamment de quel modèle on possède. La liseuse utilise la technologie de l'encre électronique. L'encre électronique, vous allez pouvoir le voir sur le Kindle, le modèle d'Amazon va se promener dans la salle. L'encre électronique, en fait, c'est des micro-capsules qui contiennent des pigments noirs et blancs qui flottent, puis qui vont monter et descendre pour créer l'affichage. Ça va être en fonction de charge électrique. Ces écrans-là, plusieurs personnes préfèrent lire sur ces écrans-là puisque ça n'a pas de rétroéclairage, un éclairage par l'arrière. Donc, c'est peut-être plus agréable pour l'œil, moins difficile dans le noir. Ensuite de ça, pour les fichiers de livres numériques, vous allez entendre parler de DRM, qui sont en fait des verrous numériques. Ils ont comme fonction de limiter certaines fonctionnalités, comme peut-être bloquer le copier-coller dans des PDF, ou encore de limiter le nombre d'impressions à 20 ou peu importe. Par contre, on a tendance à délaisser les verrous numériques pour justement pas décourager les lecteurs. Ben, peut-être juste faire une petite aparté parce que je vois mon ami Stéphane derrière qui va présenter tantôt et qui va dire les DRM ça sert à rien parce que de toute façon il y a plein de petits logiciels gratuits que vous pouvez acheter sur internet, télécharger et en 2 temps 3 mouvements font disparaître les verrous numériques. Pourquoi les éditeurs mettent des verrous numériques sur leurs livres? C'est un gros débat, le même en fait qui a eu lieu dans le domaine de la musique. Donc, on met des verrous numériques parce que pour les éditeurs, le but de faire du livre numérique, c'est d'abord et avant tout, parfois de réduire les coûts, surtout d'augmenter la diffusion à travers le monde, mais on ne veut pas en contrepartie que les usagers, les lecteurs, les consommateurs qui achètent les livres, prennent la copie puis la redonnent à tout le monde. On veut continuer à pouvoir vendre des copies. Donc, souvent, les éditeurs vont mettre des verrous numériques sur leurs livres pour éviter, par exemple, qu'un manuel de cours qui est livre obligatoire soit acheté par un étudiant de la classe puis redonné à tous ses amis. Ce qu'on veut, c'est qu'ils continuent chacun à acheter leur copie. Il faut peut-être se poser des questions sur les modèles d'achat, les prix, etc. Mais le but, c'est de continuer à vendre des copies. Donc, il existe différents verrous numériques. Le plus commun, c'est celui d'Adobe qui s'appelle ACS4. C'est un verrou qui oblige en fait l'utilisateur à se connecter au site d'Adobe pour s'authentifier une première fois. Puis par la suite, il ne peut pas reprêter son fichier à quelqu'un d'autre. Dans les faits, ça fonctionne pour monsieur et madame tout le monde qui ne cherchent pas trop sur le web et qui a une certaine éthique. On s'entend que pour des étudiants ou des gens qui veulent chercher un peu, ça peut être facile de briser ça. Ça reste du code informatique, on aura beau faire tout ce qu'on veut, et on ne peut pas changer le code informatique, il y a toujours des gens qui vont trouver comment le briser. D'autres façons qui peuvent être utilisées pour éviter le piratage ou la copie, ce sont d'une part d'avoir, comme quand vous allez à la bibliothèque
par exemple de l'UQAM, vous avez accès à des plateformes comme eBrary. C'est une plateforme sur laquelle les livres des presses, d'ailleurs, sont accessibles. Si vous voulez les consulter, vous pouvez vous entrer dans le catalogue. Sous chacune des notices, il y a un lien à cliquer et vous allez directement dans la copie numérique sur eBrary. eBrary vous permet de prendre des notes, de faire de la lecture, vous permet de faire du copier-coller de certaines sections, mais il ne vous permettra pas de télécharger complètement le fichier, donc par la suite de pouvoir en donner plein de copies à vos amis. Ça, c'est une façon de faire. Mais vous comprenez que pour le lecteur et pour le consommateur, c'est un peu plus rébarbatif parce qu'on n'a pas la possession du fichier, puis quand on n'a pas accès à Internet, ben, on n'a pas nécessairement accès au matériel qu'on a acheté ou qu'on veut consulter. Donc, comme éditeur, il faut un peu naviguer dans ces deux formes de verrou-là, ou, dans certains cas, se dire qu'on ne mettra pas de verrou numérique pour faciliter l'achat, mais en contrepartie, il faut dire que peut-être que ça va nous empêcher de vendre un certain nombre de copies. Les métadonnées, on en a parlé un petit peu brièvement tantôt. Pour les résumer, bien sûr, c'est des données sur les données. C'est des données qui sont intégrées dans le fichier lui-même. Ça contient des informations, un peu de classement sur le titre, les auteurs, le genre, les ISBN, la langue du livre. C'est intéressant à ce moment-là aussi d'intégrer des mots-clés pour que les livres soient sortent facilement dans les recherches. Puis aussi, pour un auteur, c'est peut-être important de se poser la question si notre livre, malgré son domaine à la base, peut s'appliquer aussi à un autre domaine. À ce moment-là, ces informations-là, s'ils se trouvent dans les métadonnées, mais ça va faciliter la chose dans les classements. Puis ça va se trouver intégré dans le fichier du livre numérique. Dans le fichier ou aussi parfois dans un flux d'informations qu'on va transmettre à des librairies en ligne pour la revente. Amazon, qui est un très grand revendeur de livres papier et numérique, a une faiblesse, et sa faiblesse, c'est que si vous tentez de faire des recherches parfois dans Amazon, ça peut être ardu de trouver le livre, parce que souvent, les métadonnées qui sont envoyées vers Amazon, ben, ils ne sont pas enrichis par les éditeurs. Donc, eux, ils prennent les données qui sont envoyées. Donc, comme disait Cathy, important, et ça, vous pouvez l'inclure dans votre fiche de projet, essayez de penser, oui, moi, je suis en sociologie ou en communication, mais qui sont les gens aussi? Quels sont les autres domaines qui peuvent être intéressés par mon livre? C'est quoi les mots-clés? De la même façon que vous le faites pour, par exemple, des articles scientifiques que vous faites paraître où vous devez fournir certains mots-clés, ben, de les fournir, ça peut être très intéressant et utile pour nous. Donc, ça peut faciliter la recherche sur le web. Comme on parlait tantôt, avant, dans le livre papier, on se basait beaucoup sur ce que faisait la Bibliothèque nationale en termes de référencement, donc les fameuses données de catalogage. On se fiait un peu sur ce que les bibliothécaires allaient nous fournir comme données. Dans l'univers du livre numérique, tant les fichiers numériques qu'on vend que la vente de livres papier sur Internet, ben, on se doit d'apporter un peu plus que les données qui sont fournies par la grande bibliothèque. Donc, oui, la question dans les collectifs, est-ce qu'on ne devrait pas aussi référencer les collaborateurs, les titres, les sujets qui sont à l'intérieur du livre et non juste le livre lui-même? Effectivement, ça devrait être un plus qu'on devrait mettre pour le référencement. Oui. Les agrégateurs et les bibliothèques numériques. Certains parallèles à faire entre les deux. L'agrégateur est un organisme qui va héberger puis contenir tous les données, les métadonnées, et ça va contenir aussi, ça va héberger tous les fichiers des livres numériques en format PDF et en format EPUB. On le compare à un gros entrepôt numérique où tout se trouve. Et quand il y a une vente qui est faite par un libraire comme Renaud-Bré ou Archambault, il y a un accès qui est laissé sur le serveur pour que l'usager fasse télécharge son livre numérique par là. La bibliothèque numérique, on a un exemple qui est OTK. Je pense qu'il y a des iPads qui circulent dans la salle. Il y a c'est sous forme d'application. C'est possible à partir de cette application gratuite-là de louer des livres à la semaine, à la journée, au mois, ce qui peut être pratique dans le cas des étudiants.
Puis, dans le fond, les tarifs s'ajustent selon la période de location. Donc, on va pouvoir en reparler tantôt. Ça, c'est une application qui n'est pas encore en marche présentement, mais que les presses vont utiliser pour la vente à partir du mois de janvier. On va en parler dans le marché. Je vais faire rapido une espèce d'historique de tout ce qui entoure le livre numérique et qui nous ramène au livre numérique. Je vois des anciens étudiants, ça va vous rappeler le premier cours. En fait, pour vous expliquer un peu dans quel univers on vit au Québec dans le livre et ça, pourquoi il y a certaines choses que vous voyez dans le livre numérique qui se fait par exemple aux États-Unis et que vous ne voyez pas ici. Donc, la première chose, c'est qu'au Québec, il y a une loi qui existe sur le livre. Cette loi-là, malheureusement, on l'appelle la loi 51 dans le jargon des éditeurs et des libraires. En fait, c'est le projet de loi 51 et c'est la loi 8, je crois. Cette loi-là, ce qu'elle dit, c'est qu'elle oblige, par exemple, les bibliothèques publiques, les services de collectivité, les ministères, etc., à faire leurs achats de livres chez des libraires agréés. Elle oblige également les éditeurs dans le domaine du livre papier à faire des remises précises aux libraires qui sont agréés. Et elle oblige aussi, ce qu'on va vous parler un peu plus tard, l'envoi d'office, donc l'envoi des nouveautés vers les librairies. Dans le livre numérique, ça pose certains questionnements parce que le livre numérique, ce n'est pas tel que défini dans la loi un livre. Donc, ça vient comme un peu passer à côté de la loi sur le livre. Par contre, dans la chaîne du livre au Québec, il y a un certain consensus de conserver quand même cette loi-là pour le livre numérique. Donc, des projets, par exemple, de location de livres numériques dans les bibliothèques publiques qui vont se mettre en branle cet automne. Donc, les bibliothèques vont acheter des livres numériques via des libraires québécois agréés et vous allez pouvoir, dans vos bibliothèques publiques, faire la location de livres numériques. Il y a 27 ans, on en parlait ce matin, Apple lance le Macintosh, donc le début de ce qu'on va appeler l'édition électronique. Donc, par opposition au livre numérique, quand on parle de processus électronique pour la fabrication de livres, ça ne date pas d'hier, c'est vraiment lancé avec l'arrivée des ordinateurs. Il y a 19 ans, c'est le World Wide Web tel qu'on le connaît, donc le début de l'Internet. Il y a 18 ans, Adobe lançait son fameux format PDF, dont on va parler tantôt et qui est quand même un format intéressant pour le livre numérique. C'était aussi le lancement du premier navigateur web, donc Mosaic, et dans une revue qui s'appelle Wired, qui est aussi un précurseur dans ce qu'on peut appeler le magazine numérique sur, entre autres, l'iPad. On avait la première adresse Internet, le premier URL qui nous envoyait vers Mosaic. Il y a 17 ans, ouverture d'Amazon, donc qui arrivait dans le marché et qui était vu par tous comme en fait un start-up, une entreprise qui n'allait durer que 6 mois et qui allait fermer parce que tout le monde se disait que ça ne fonctionnerait pas et qui est aujourd'hui, dans de nombreux pays, sur de nombreux marchés, le libraire numéro 1 des ventes sur ces marchés-là. Aux États-Unis, cet été, c'est la fermeture de la grande chaîne Borders. Donc, leur fermeture est principalement due au fait qu'Amazon a pris très grande part de marché aux États-Unis dans la vente de livres, papier et numérique. Il y a 15 ans, c'était la fondation de la BTLF. Donc, on parlait tout à l'heure des métadonnées. Au Québec, on a, comme en France, un organisme central qui gère les métadonnées sur les informations sur la vente de livres papier. Maintenant, ils essaient d'intégrer le numérique aussi. En France, cette banque de données-là s'appelle ELEC. Et les deux entreprises, entre guillemets, fonctionnent ensemble pour l'échange de données. Donc, c'est comme ça que les libraires vont avoir accès, par exemple, à de l'information sur les nouveautés à venir, tant dans le domaine du livre papier que du livre numérique. Renaudbré.com, il y a 15 ans, déjà. Il y a 13 ans, c'était le lancement de Google et aussi le lancement du Cital en France. Donc, le Cital qui est un peu vu comme l'ancêtre, la première liseuse qui a été mise sur le marché. Ça a été un flop monumental parce que c'était un produit qui avait peut-être été lancé. En fait, le produit était très beau, il fonctionnait très bien, mais il n'y avait pas de contenu
pour aller avec le produit. Donc, finalement, ça n'a pas fonctionné. Il y a 12 ans, le lancement de Napster. Pourquoi je parle de Napster? Parce que comme on parlait tantôt des verrous numériques, Napster, c'était un grand site d'échange de musique. Donc, on pouvait aller mettre des disques qu'on avait numérisés là-dessus, d'autres amis venaient télécharger, etc. Et pendant un an, ça a bien roulé jusqu'à ce que l'industrie de la musique se dise, ben, ça n'a pas de bon sens, on perd beaucoup de ventes. Et il y avait entre autres le groupe Metallica qui s'était joint à l'industrie pour dire ben, il faut fermer Napster parce que ça va nous faire perdre plein de ventes. Donc ils ont fermé Napster l'année suivante et on a vu exploser tout plein d'autres technologies de peer-to-peer, donc d'échange d'informations, entre autres des sites comme BitTorrent, BitJunkie, il y en a une. Si vous cherchez torrent sur Internet, là, vous allez voir à peu près toute la panoplie de sites où vous pouvez aller télécharger à peu près n'importe quoi. Je fais une parenthèse, c'est intéressant pour certains éditeurs, entre autres dans le domaine de l'informatique, où O'Reilly, par exemple, qui est un grand éditeur, utilise ces sites-là pour mettre les premières versions de certains livres qu'ils vont sortir. Donc, par exemple, ils font un nouveau livre sur la programmation Java, bien, ils vont aller mettre des exemplaires sur ces sites de partage, avec à la fin, bon, bien, merci d'avoir téléchargé le livre, maintenant je veux vos commentaires sur ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que le contenu est intéressant, etc. Il y a 10 ans déjà, c'est le lancement du premier iPod, qui va nous amener vers le iPad. Amazon.ca, donc le site d'Amazon mais dédié au Canada il y a 9 ans. Et il y a 8 ans, c'est le iTunes Store, donc le magasin de Apple qui vend pour l'iPod, l'iPad, etc., qui commençait à vendre de la musique à la pièce à 99 sous. Donc un autre tournant vers, on achetait avant toujours au complet un album, et maintenant on peut acheter chanson par chanson. Donc dans le livre, c'est un peu la même chose, on s'abonnait à des revues au complet, des revues scientifiques, on achète des livres au complet et on va voir apparaître tranquillement un peu cette dématérialisation-là, donc l'achat chapitre par chapitre ou article par article de certaines revues. Je vais passer rapidement, vous pourrez lire chacune des choses. Si on s'amène il y a 2 ans, Google, qui est un grand ami à la fois des éditeurs, mais aussi un grand ennemi. Donc, Google a un programme qui s'appelle Recherche de livres, donc Book Search. Il est intéressant pour les éditeurs quand on est partenaire de ce programme-là. Donc, les presses, on est partenaire, on envoie de l'information, nos fichiers PDF. Et si vous allez dans Google Book Search, vous pouvez voir des extraits de livres publiés aux presses. Donc, vous ne voyez jamais le livre au complet, mais vous pouvez voir certaines parties. Par contre, Google, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont numérisé beaucoup de livres qui étaient encore sous droit de plusieurs éditeurs à travers le monde. Donc, ils ont des poursuites aussi contre eux par rapport à ce programme-là qui devait être pour la diffusion de la connaissance, mais qui, à certains points, est devenu un programme où le droit d'auteur est un peu bafoué. Donc, il y a un an, un petit peu plus qu'un an, lancement du iPad suivi du iPad 2. On parle déjà de rumeurs de iPad 3. On a aussi le lancement de tout plein d'autres liseuses, des versions améliorées de liseuses qui existaient déjà. Et on voit apparaître de plus en plus de librairies virtuelles, tant au Québec qu'en France et ailleurs. Donc, des petites librairies qui n'existent pas physiquement et qui n'existent que sur le web, qui vendent du livre numérique, mais aussi parfois du livre papier, donc qui viennent un peu concurrencer Amazon. Okay. Pour les supports sur lesquels on peut lire les livres numériques, on commence par l'ordinateur, c'est là que ça a commencé. Encore aujourd'hui, 86% des livres numériques sont lus sur ce support-là. Par contre, vous avez sûrement déjà lu des PDF sur ordinateur. L'expérience de lecture n'est pas super agréable. C'est pourquoi certaines personnes restent perplexes face à ça. Par contre, si on continue, il y a l'apparition des liseuses.
13 millions de liseuses ont été vendues en 2010. Le prix, qui est environ une centaine de dollars, est attractif, contrairement à une tablette. Actuellement, Amazon domine le marché avec le Kindle. Et puis, sur les liseuses, il y a la Kobo, la Kindle et la Nook qui permettent d'acheter directement à partir de la liseuse sur Internet. Il y a aussi le modèle Sony qui, lui, est plus... on achète via des sites Internet, mais on doit comme transférer les fichiers, donc c'est un peu différent. Ensuite de ça, il y a les téléphones intelligents qui permettent aussi de lire les livres numériques. Ça ressemble beaucoup aux tablettes, plus petits, mais quand même, c'est à considérer. Il y a deux systèmes d'exploitation qui dominent. Android, qui est créé par Google, et bien sûr, celui d'Apple. Si je peux juste ouvrir une parenthèse, pourquoi on a mis téléphone intelligent, pourquoi Android et Google? Parce qu'il faut garder en arrière le programme Book Search et le but de Google d'être le diffuseur, le plus grand diffuseur au monde de la connaissance. Donc, ils ont acheté plein de brevets de Motorola. Ils mettent plein d'applications pour lire des livres sur leur téléphone intelligent et ils vont en mettre aussi sur des tablettes. Donc, c'est pour les éditeurs et ça va devenir pour les éditeurs un autre grand canal de diffusion. J'entendais les gens dire le téléphone, c'est petit pour lire. Oui, c'est petit, mais il faut penser que la génération des gens qui ont maintenant 14 et 15 ans, eux sont habitués de lire là-dessus. Et quand ils vont arriver à l'université, ça va faire déjà 10 ans qu'ils ont ça dans les mains et qu'ils sont habitués à manipuler des petits fichiers comme ça. Donc, il faut garder en tête aussi que ça peut être un bon endroit pour lire des livres et pour les vendre. On peut, dans le fond, lire les livres sans avoir à faire l'achat de tablettes. Mais pour ceux que ça intéresse, bien sûr, les tablettes ont l'avantage d'être plus grosses. Il y en a beaucoup qui ont été vendues, 1,5 million de tablettes en 2011 au Canada. C'est surtout l'iPad qui est vendu. Ensuite de ça, ça permet, c'est vraiment un ordinateur en soi. On achète nos livres via des applications. Bien sûr, on va sur Internet, on joue à des jeux communiqués par les réseaux sociaux, les courriels, donc c'est un véritable ordinateur. Le prix un peu moins accessible, environ 500-600 $. Puis présentement, plus de 80 modèles de tablettes ont été présentés. On peut lire les fichiers numériques, on a parlé des formats tout à l'heure, le EPUB et le PDF. Il y a le format HTML5 qui s'en vient probablement. Par contre, on n'en retrouve pas encore. Donc, le format EPUB a ses avantages. Ça devient de plus en plus la norme créée par l'IDPF. Ça convient davantage pour un texte en continu, les romans, disons que la mise en page de type revue, magazine n'est pas c'est pas vraiment le type de fichier pour faire ce type de mise en page-là. Par contre, ça a l'avantage d'ajuster le nombre de pages en fonction de la grosseur de police de caractère qu'on a choisi, de la sorte de police de caractère. On peut faire la recherche, annoter, mettre des signets, puis tout ça. Donc, c'est vraiment si on lit un vrai livre à la grosseur de notre choix. Ensuite, le PDF qui permet aussi de faire la recherche. On le connaît bien, on a tous travaillé avec les PDF. Ça préserve la mise en forme exacte du livre, la mise en forme que les graphistes ont définie. Le EPUB, lui, l'apparence va changer dépendamment de l'application avec laquelle on lit, de la tablette. Si on peut aussi lire sur un ordinateur, le EPUB, même si ça prend des logiciels spéciaux. Le PDF, lui, peu importe si c'est quelque chose de très graphique, tout va rester à la même page. Si le tableau est à la page 5, il va rester à la page 5. Ensuite de ça va. Oui, t'avais-tu d'autres choses sur le PDF? Ben, peut-être juste dire que si on parle de livres universitaires, parce que c'est dans l'univers où on est,
faut comprendre que le EPUB, qui est ce que vous allez retrouver le plus sur l'iPad, c'est ce que vous pouvez lire sur le Kindle présentement, c'est un format intéressant pour les tablettes et les liseuses parce que ça fait des fichiers qui sont vraiment pas lourds comparés au PDF. Donc, c'est très rapide de les télécharger, vous pouvez les grossir, vous pouvez avoir un caractère, ça, de gros si vous voulez. La problématique, c'est que quand on fait ça dans le fichier, on vient de faire sauter la notion de page. Donc, comme chercheur, quand vous êtes habitué de citer des pages spécifiques ou des sections spécifiques dans des livres, dans des revues, bien, si vous avez des livres numériques qui sont seulement en format EPUB, vous venez de perdre ça. Donc, il faut trouver un autre moyen de pouvoir citer ces livres-là ou ces extraits-là dans le livre quand c'est uniquement des formats EPUB. Et là, il y a des gens qui travaillent pour essayer de trouver une norme ou une façon de faire quand on est dans des fichiers EPUB. Ensuite, vous allez peut-être entendre parler du XML, qui est un format d'échange de données. Ça permet d'échanger les données en différents systèmes sans les corrompre. Ça permet aussi, on parle de DTD, les espaces de nommage qui permettent de structurer le fichier XML. Donc, ça facilite l'échange de données. Et on parle aussi de XML pour baliser les manuscrits, pour peut-être éventuellement les mettre en page de façon plus automatique. C'est-à-dire de définir que le type de niveau 1 va être balisé ou tagué que c'est un type de niveau 1. Donc, quand ça va s'importer dans le logiciel de mise en page, lui va reconnaître que c'est un type de niveau 1 et va lui appliquer le style que les graphistes, lui, ont défini préalablement dans les grilles. Donc, on parle de... c'est en développement. Par contre, le XML, c'est juste de savoir si ça existe. Puis, c'est utilisé dans plusieurs domaines. Puis si on fait une parenthèse là-dessus, on parlait d'actes de colloque ce matin. Donc, une des parties de notre travail au département d'édition numérique, c'est justement de voir est-ce qu'on ne pourrait pas automatiser, ou du moins automatiser le plus possible, la mise en page, par exemple, d'actes de colloque. Ou trouver un moyen pour les auteurs ou les directeurs de ces actes-là d'accéder à une plateforme où ils peuvent faire, si on veut, leur propre mise en page et que par la suite, ce travail-là de structuration, etc., soit presque déjà fait pour éviter certaines étapes aux presses et pouvoir diffuser, par exemple, des actes de colloque rapidement, mais uniquement sous forme numérique dans certains gabarits prédéfinis. Donc, on est en train de travailler là-dessus. C'est pas évident, puis il faut surtout pas... comme auteur, vous n'êtes pas des spécialistes de l'informatique, donc il faut trouver une façon de rendre ça simple et efficace pour, d'une part, permettre la diffusion des connaissances, donc de ces actes-là qui peuvent avoir un certain intérêt au niveau de la connaissance. D'autre part, réduire le plus possible les coûts, parce qu'on s'entend que parfois, c'est tellement pointu que les 50 personnes qui vont lire, c'est les personnes qui ont assisté à votre colloque. Et trouver un moyen que ce soit de qualité, agréable et consultable par d'autres personnes qui, par la bande, vont peut-être être intéressées au sujet aussi. Le marché. Donc, on entend beaucoup parler de livres numériques dans les journaux, dans les revues spécialisées. C'est sûr que j'appelle ça des bidules, mais la vente des bidules que vous avez dans les mains, le iPad, le Kindle, etc., ça fait beaucoup jaser. Mais ça représente quoi, en fait, le livre numérique? Aux États-Unis, les chiffres ont un peu augmenté, mais quand on regarde les ventes de livres imprimés, les ventes de papier qu'on fait via Internet, c'était 10 à 12 l'année dernière. Ça a peut-être augmenté un peu plus, autour de 15 à 17 dans la dernière année. Sur ce 10 à 15 de ventes par Internet, Amazon, c'est 90 à 95 des parts de marché. Le reste étant Barnes & Noble et Border qui les ventes de livres numériques en 2010, ça représentait 8 des ventes de livres. Donc là, on est dans un marché où on fait du livre en anglais, donc vendable à travers le monde, où on a des méthodes de production où le XML dont on parlait tantôt est intégré depuis 10 ans et où on fait des livres à la chaîne, là, c'est des fois SSI grade, et ça représente quand même juste 8 des ventes. Ces ventes-là sont principalement dues
à la force poussée par Amazon de son Kindle à la sortie du iPad, mais ça représentait tout moins de 8%, quand même 1 milliard de ventes en 2010. Donc on s'entend que c'est très loin des chiffres qu'on a au Québec pour la vente de livres. Et là, on n'était pas dans le livre scolaire, on parle de livres comme on fait, ou de ce qu'ils appellent le trade, donc les romans, les livres généraux, etc. En France, les ventes de livres imprimés par Internet, ça représente 6 à 8 %. Encore là, Amazon, c'est le grand joueur avec 50 % maintenant et plus du marché. L'autre gros revendeur en France, c'est la Fnac. La vente de livres numériques, à peu près 1 %. Donc encore une offre très faible, malgré le développement de certaines plateformes de vente, de Gallimard, Martinière, etc., qui entrent dans la vente. C'est quand même très faible pourcentage. Des achats institutionnels, par contre, qui sont importants. Donc, les bibliothèques, les universités, les centres de recherche vont acheter. Mais le particulier en tant que tel, c'est quand même assez faible. Pourquoi? Principalement à cause des prix. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'achat du livre papier, l'achat du livre numérique. Des liseuses qui sont plus ou moins présentes dans le marché. Donc, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de ventes présentement, mais ça augmente tranquillement. Au Québec, les ventes de livres imprimés par Internet, c'est probablement autour de 3 à 5 %. Pas vraiment de chiffres, mais on évalue dans l'univers du livre que c'est à peu près 3 à 5 %. Amazon, pour le livre en français, ici, sont à peu près inexistants sur le marché. Au Québec, ils vont vendre beaucoup, mais du livre en anglais. Mais pour le livre en français, ils sont peu ou pas présents, principalement parce que les distributeurs qui envoient les données vers Amazon ne fournissent pas beaucoup de métadonnées, donc les livres sont difficiles à chercher. Puis, il y a certains aussi distributeurs qui ne veulent pas faire affaire avec Amazon, qui ne veulent pas traiter à leurs conditions. Donc, il y a certains livres qui sont même absents du marché sur Amazon. La vente de livres numériques, c'était aussi à peu près 1 % des ventes en 2010, donc à peu près la même chose qu'en France. Par contre, au Canada, avec l'offre anglophone qui arrive aussi des États-Unis, par Kobo, qui est une entreprise qui appartient en partie à Indigo Chapters et qui a sa propre liseuse, ils ont fait à peu près en numérique 3 % des ventes en 2010. 3 % des ventes de livres. Donc, c'est quoi les freins pour l'explosion ou le fait que pourquoi c'est pas plus que 1 %? Donc, il y a différents freins. La première, c'est la problématique des droits. Il faut comprendre que dans un monde francophone, tant au Québec qu'en France, on n'est pas dans le même genre de contrat avec nos auteurs que nos amis anglophones le sont. Donc, ça pose des problèmes pour de nombreuses maisons d'édition. Au Québec, nous, aux presses qu'on avait fait en 2002, c'est on est revenu tous nos auteurs pour leur demander si on pouvait faire une version numérique avec leurs livres. Parce qu'au début, ce n'était pas inscrit dans les contrats, donc ça n'existait pas vraiment. On est revenu pour voir. Chez certaines maisons d'édition, la recherche de droits ou les demandes de droits sont plus compliquées. Donc, c'est pour ça que chez certains éditeurs, vous ne verrez pas leurs livres sur le marché encore en numérique. C'est souvent une question de droit. Ça pose aussi la problématique des droits pour nos livres actuellement. Quand vous nous demandez d'acheter des illustrations à l'extérieur ou qu'on doit prendre des extraits de livres qui sont à l'extérieur, parfois, on va avoir les droits pour l'ensemble du livre. Vous nous avez donné les droits pour dire c'est beau, on peut vendre en numérique. Par contre, quand on fait l'achat des illustrations, ça coûte déjà très cher pour le papier. Puis si Nadine leur dit en plus, ben on va vendre en numérique, les coûts parfois sont astronomiques. Donc, quand il y a beaucoup d'illustrations dans des livres, des photos, etc., ça peut être un problème de vente en numérique. Les canaux de vente sont très complexes. On parlait tantôt de l'agrégateur. Donc, au Québec, les éditeurs se sont mis ensemble pour créer un agrégateur avec la compagnie de marque. Donc, c'est un endroit où on envoie l'ensemble de nos fichiers et eux nous offrent des services pour faire des passerelles avec des librairies pour qu'eux puissent revendre le livre numérique et venir se servir dans cet entrepôt-là.
Ça va pour les librairies ici, mais quand on veut traiter avec Amazon, quand on veut traiter avec Google, quand on veut traiter avec Kobo, quand on veut traiter avec la multitude de revendeurs qui existent, ils ont tous des demandes particulières, des façons de faire, des fichiers qu'ils veulent d'une certaine manière, puis pas d'une autre. Donc, pour une maison d'édition, ça veut dire, comme chez nous, parfois faire des fichiers de 4 façons différentes pour les revendre chez les revendeurs, fournir des métadonnées qui ne sont jamais les mêmes, puis jamais dans le même ordre. Donc, c'est quand même beaucoup de temps et d'énergie qu'on doit passer pour envoyer l'information dans les canaux forts. Évolution constante des technologies et des modèles d'affaires. Ce que je vous parle aujourd'hui, on va se revoir dans un an, puis il y a peut-être la moitié des choses que je vais vous avoir dites qui seront plus d'actualité, qui vont avoir changé, on va être rendu à un autre endroit, il va être sorti le e-pub, ça devrait tenir encore, mais qui dit que dans un an, finalement, il n'y aura pas un autre type de fichier qui va être sorti, qui va être encore meilleur. Donc, il faut développer, mais essayer de garder à l'esprit que les formats, les supports, tout peut changer, puis qu'il faut avoir comme une espèce de plan B sur qu'est-ce qu'on fait si, dans un an, c'est plus ça. Donc, investir parfois dans certaines technologies, c'est pas nécessairement toujours payant. Conversion, numérisation du fonds, donc ça a demandé beaucoup d'énergie aux presses. De 2003 à 2006, on avait une équipe de entre 4 personnes qui, à temps plein, ont pris des livres, passé dans le numériseur. On fait ce qu'on appelait un OCR, donc s'assurer que le texte que vous voyez à l'écran, qu'il y a un texte derrière dans lequel vous pouvez chercher, remettre tous ces fichiers-là ensemble, s'assurer que tout est correct, etc. Donc, c'est un travail de moine que nous, on a réussi à faire, mais qui est quand même laborieux pour des maisons d'édition qui se lancent là-dedans. Et les fameux coûts de production. Tous ceux qui disent ou qui pensent que le livre numérique, ça ne coûte rien à produire, ben, malheureusement pour vous, c'est à peu près les mêmes coûts, sinon parfois beaucoup plus. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a la technologie et parce que la technologie, il faut toujours la payer, même si c'est des coûts qu'on a à l'interne et que c'est un salaire qu'on paye, il faut quand même penser que c'est des coûts qu'on a. Donc, oui, ça peut être intéressant dans certains cas, mais ça coûte quand même quelque chose faire des livres numériques et pour le moment, on ne peut pas dire nécessairement qu'il y a une grosse économie à faire un livre numérique. Par contre, il y a des opportunités. Donc, le livre numérique, ça nous permet de relancer certains titres et de prolonger la vie de titres qui étaient épuisés en format papier. Donc, des livres qui sont dans le fond, qui ont un intérêt pour la diffusion des connaissances, pour l'archivage, la documentation, mais qui n'existent plus en format papier, on peut les faire revivre. Nous, on se rend compte dans nos ventes en numérique aux presses que sur, par exemple, 150 livres qu'on a vendus en numérique ce mois-ci auprès de particuliers, bien, il y en a à peu près 80% qui sont des livres de fond, donc des livres qui datent de 10, 15, 20 ans. Pardon, Bianca. Par contre, c'est beaucoup plus au marché d'acheter le e-book, la version électronique, même pour lire sur ordinateur, que d'acheter sur papier. Oui, surtout dans des livres comme ça, plus pointus qu'on ne réussit plus à trouver ou qu'on ne veut pas réimprimer parce que le coût est trop important. Visibilité, accessibilité, bien, c'est certain qu'avec le livre numérique, je vais percer des marchés que j'ai plus de difficulté à percer dans le domaine avec le livre papier en distribution. On parlait ce matin des livres en anglais, de la difficulté d'entrer dans ce marché-là. Bien, cette difficulté-là, elle est aussi dans les marchés francophones. Si on veut percer, par exemple, en France, en Belgique, en Suisse, dans les pays africains francophones, etc., avec le livre numérique, ça nous permet d'entrer plus facilement sur ces marchés-là, surtout en région. C'est sûr que les gens de la région parisienne, ils n'ont pas trop de difficulté à se procurer nos livres. Quand on arrive dans certaines régions en France, ça peut être plus compliqué. Et quand on est un chercheur et qu'on travaille sur quelque chose en particulier, bien, on ne veut pas nécessairement attendre 8 semaines avant d'avoir notre livre, on le veut maintenant. Donc, on voit que pour nous, ça nous permet d'aller chercher justement ces clients. Enrichissement du contenu, bien, le livre numérique, même si
on le fait en transfert du livre papier qu'on a fait vers une version numérique, on peut aller lui ajouter des éléments d'enrichissement. Donc, par exemple, faire un lien vers un dictionnaire, un glossaire, ajouter à l'intérieur un vidéo qui pourrait être un témoignage, par exemple, d'un intervenant. Je fais un livre en développement de l'enfant, mais ça peut être un intervenant qui vient par un témoignage me parler. Ça peut être des photos supplémentaires qu'on ajoute à l'intérieur du livre. Donc, on parlait ce matin de coûts liés aux photos. Bien, dans ma version papier, je suis plus limitée. J'ai mis à peu près une dizaine d'illustrations. Bien, peut-être que dans la version numérique, on peut aller ajouter les 25 autres illustrations qu'on n'avait pas choisies pour la version papier, puis aller les insérer dedans. Donc, c'est un petit plus pour ceux qui achètent la version numérique. Et le public cible, bien, c'est sûr qu'avec le livre numérique, dans certains marchés, je vais aller cibler des gens qui sont plus technophiles, plus près de la technologie. Donc, quand on parle de livres, par exemple, en informatique, ou si on est dans le roman, ce qu'on ne fait pas, mais tous ceux qui font de la science-fiction, du fantasy, etc., bien, c'est sûr que pour eux, le livre numérique, ils vont vraiment toucher leur public cible. Dans notre cas, comme chercheur, professeur, etc., personne qui travaille dans des centres de recherche, vous avez accès souvent à des bases de données, vous avez travaillé depuis longtemps avec des articles scientifiques qui sont déjà en version numérique. Donc, c'est certain que vous êtes peut-être un public plus cible pour le livre numérique et puis le matériel. Et l'autre public qu'on veut cibler, ben, c'est les étudiants, avec les manuels obligatoires. On se dit que d'une certaine manière, avec le livre numérique, on va peut-être aller rejoindre les prochaines générations qui s'en viennent, qui, elles, sont plus habituées à travailler directement sur l'ordinateur, etc. Si on parle aux étudiants qui sont là présentement, certains sont un peu ambivalents et vont dire, ben moi, je préfère encore la version papier pour prendre une bonne vieille note à la main. Mais dans 5, 6, 7 ans, ce ne sera peut-être pas la même chose, puis on essaie de se préparer un peu à ça. Et vous allez voir aussi les autres éditeurs qui font du manuel scolaire, eux aussi vont arriver avec différents modèles de livres pour les étudiants. Aux États-Unis, Pearson et tous les grands groupes font beaucoup de livres numériques dans le manuel parce que ça leur permet d'offrir des livres à moindre coût. Ils sortaient une nouvelle édition à chaque année. Certains livres de finances sont à peu près à 189 $ l'exemplaire. Avec le numérique, ben, ils les offrent plus autour d'une centaine de dollars. Les tendances à surveiller rapidement, des livres en bundle, donc vous allez voir peut-être apparaître sur le marché, j'achète mon livre papier et en contrepartie, j'ai un bonbon qui est la version numérique du livre que je viens d'acheter. De plus en plus de lecture sociale, de clubs de lecture numérique, donc des sites sur lesquels les gens vont faire des échanges de commentaires sur ce qu'ils ont lu. L'édition numérique en premier, donc des éditeurs qui vont ne faire que du numérique ou des éditeurs qui vont avoir des collections numériques ou des projets qui vont être faits uniquement en numérique. On va sûrement voir apparaître, d'après moi, des liseuses gratuites. Donc, Amazon, demain, va faire une grande annonce. Tout le monde dit que c'est vraiment une tablette un peu dans le style du iPad, mais un peu plus petit qu'ils vont lancer à très faible coût. Mais en contrepartie, vous allez être des lecteurs captifs qui vont devoir acheter via la tablette ou voir de la publicité, par exemple, avant d'accéder au livre, etc. Et monétisation des contenus. Donc, je prends des parties de livres que j'ai, des sections, j'ai une base de données qui comprend plein de contenus et je revends des petites parties de contenu au lieu de vendre un ensemble de livres ou de chapitres. Peut-être quelque chose de plus facile à comprendre si on est un éditeur de guides de voyage, comme Guide de voyage Ulysse. Ben, je fais un gros livre sur la Nouvelle-Angleterre, mais en fait, mon lecteur, lui, a peut-être besoin d'acheter juste Boston, région de Boston, Salem, etc. Donc, je veux lui offrir l'opportunité d'acheter chacune des petites sections à 99 sous au lieu d'acheter l'ensemble du livre. Donc, essayer d'aller chercher les consommateurs avec tout plein de petits achats impulsifs au lieu d'un grand achat.
ce que les PUC peuvent vous offrir. On a, depuis quelques années, discuté un peu de comment on pourrait prendre un virage numérique qui irait au-delà de le livre numérique comme une version du livre papier que vous avez déjà. Donc, on parlait des actes de colloque. On essaie de voir de quelle façon on ne pourrait pas offrir un produit de publication, en guillemets, d'actes de colloque qui vous permettrait de diffuser vos actes, mais à moindre coût. On veut travailler aussi beaucoup sur le développement de manuels de cours uniquement en version numérique, donc sans pendant papier, mais des manuels où là, on va faire de l'enrichissement avec des exercices, des témoignages, etc. Et pour en fait, développer ces projets-là, cette année, on va faire une demande de FODAR, donc pour ceux qui sont dans le réseau UQ, ça vous dit peut-être quelque chose, donc une demande qui nous permettrait, si ça se réalise, par exemple, de pouvoir offrir à des professeurs qui ont un livre de cours à faire une certaine aide financière, par exemple pour engager un assistant, pour avoir un dégagement, etc. Donc, c'est en branle. On va pouvoir après vous donner un peu plus d'informations sur, oui, vous voulez faire un manuel de cours, quelles sont les étapes qu'on doit suivre pour s'inscrire dans ce projet-là. Mais c'est certain qu'on s'en va vers là pour développer différents modèles puis voir un peu quelles sont les meilleures pratiques ou les meilleures méthodes pour faire des livres numériques comme manuel de cours. Donc, à l'interne, on est une expertise de 2 personnes dans le département, mais vous avez vu, les autres personnes qui travaillent aussi à la production sont là derrière nous pour nous aider à tout ce qui touche plus le contenu ou comment on présente le livre, comme on le fait pour le livre papier. Donc, cette expertise de qualité-là est là aussi. On est là pour le support technique. Nous, de notre côté, on fait aussi affaire avec des firmes à l'externe qui vont nous aider pour le développement de contenu. Et présentement, on peut dire quand même une grande diffusion parce que, pas se le cacher, si vous regardez dans tout ce qui se fait de livres numériques au Québec, à part des éditeurs qui sont plus dans le domaine du roman, etc., ou du guide de voyage, on est quand même l'éditeur au Québec qui a le plus de livres numériques en vente via les librairies québécoises, etc., et on est un leader dans le développement du livre numérique. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous présenter. N'hésitez pas, si vous avez des questions ce soir, je vais être là au Cataclysme, des projets, des questions plus spécifiques, on pourra y répondre. Est-ce qu'il y en a qui ont des petites questions sur la présentation?